On l'a traqué pendant 2 siècles. On l'a empoisonné, abattu depuis les hélicoptères, pris au piège. On a tout fait pour qu'il disparaisse. Et lorsqu'il a disparu, les rivières se sont asséchées, les arbres sont morts, les castors se sont éteints, les oiseaux sont partis. Puis ces mêmes hommes qui l'avaient exterminé ont payé des millions pour le ramener. On le dit cruel, sans âme, avide de sang. Or, il reste fidèle à un seul partenaire jusqu'à la mort. Il nourrit les petits des autres, et il veille des semaines durant les blessés de sa famille. Presque tout ce que vous croyez savoir sur lui est faux. Bienvenue sur Planète Animal. Aujourd'hui, nous allons regarder en face celui que l'on appelle le loup gris, autrement dit Canis lupus, sans conte, sans mythe et sans petit chaperon rouge. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai comment une poignée de loups a modifié le tracé des rivières d'un parc tout entier, un fait qui changera votre regard sur ce que peut un seul prédateur. 4 heures du matin. Une route déserte quelque part dans le nord. Une silhouette grise traverse l'asphalte, sans hâte, et s'immobilise une seconde dans le faisceau des phares. Elle tourne la tête. 2 yeux renvoient la lumière, comme 2 braises froides. Puis elle disparaît dans le fossé, et le talus l'avale sans un bruit. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas le monstre des livres d'enfants. Ce n'est pas non plus le petit animal attendrissant des dessins animés. C'est un prédateur massif, silencieux, parfaitement à sa place dans un paysage qui nous paraîtrait mortel. Et la première chose à comprendre sur lui, c'est qu'il n'existe pas un seul loup. Il en existe une infinité de versions. Prenez un instant pour imaginer 2 animaux. Le premier vit dans les déserts de la péninsule arabique. Il est maigre, haut sur pattes, avec d'immenses oreilles qui évacuent la chaleur, et il pèse à peine 25 kilos, à peu près le poids d'un chien de cour ordinaire. Le second vit dans les forêts glacées du Canada ou de l'Alaska. C'est une masse de muscles et de fourrure qui frôle les 90 kilos, avec des mâchoires capables de broyer le fémur d'un élan. Et voici ce qui déroute. Ces 2 animaux, si différents qu'on les croirait sortis de 2 planètes, portent le même nom, la même espèce, le même code. Comment est-ce possible? Comment un désert squelettique de 25 kilos et un colosse septentrional de 90 peuvent-ils être, biologiquement, exactement la même chose? La réponse tient dans une règle que la nature applique avec une régularité presque comptable. Plus une population vit au nord, dans le froid, plus les individus sont grands. Ce n'est pas un hasard, c'est de la physique. Un grand corps perd sa chaleur plus lentement qu'un petit, parce que son volume augmente plus vite que sa surface. Dans le Grand Nord, la masse est une couverture. Dans le désert, elle est une condamnation. Alors le loup du froid grossit, et le loup du sable rétrécit, et entre les deux s'étend toute une gamme d'intermédiaires. Un seul animal, des conditions différentes, des tailles différentes. Je l'avoue, la première fois que j'ai vu ces chiffres côte à côte, j'ai cru à une erreur. Un rapport de 1 à 6 entre 2 membres de la même espèce, cela m'a semblé impossible pour un mammifère aussi grand. J'ai vérifié. C'est exact. Regardons maintenant l'animal du Nord de plus près, puisque c'est lui qui hante notre imaginaire. Sa longueur de corps va d'environ 105 à 160 cm, sans compter la queue, qui ajoute 30 à 50 cm. Au garrot, il atteint 80 à 85 cm. C'est la hauteur d'une table de salle à manger ordinaire. Retenez bien cette image. Quand un loup de cette taille se tient debout à côté de vous, sa tête arrive au niveau de votre hanche. Ce n'est pas une bête que l'on prend dans ses bras, c'est un animal qui vous regarde presque à hauteur d'homme. Et pourtant, malgré cette puissance, le loup n'est pas ce que vous croyez. Nous l'appelons volontiers animal des forêts, créature des bois profonds. C'est encore une erreur. Le loup n'est pas lié à la forêt, il est lié à la proie. Voilà, à mon avis, l'une des idées les plus mal comprises à son sujet. Le loup vit dans la toundra glacée, il vit dans la taïga, il vit dans la steppe, dans la montagne, dans le désert, jusqu'aux abords des villes. On l'a trouvé au niveau de la mer et au-dessus de 3000 mètres d'altitude, là où l'air lui-même se raréfie. Aucun autre grand prédateur de l'hémisphère nord n'occupe une palette de milieux aussi large. Sa seule condition, sa seule exigence absolue,
c'est qu'il y ait de quoi manger. Là où passent les grands herbivores, le loup peut vivre. Le paysage lui importe peu, c'est le troupeau qui décide. Cette souplesse a un prix, et elle a une histoire. Un animal aussi adaptable a forcément traversé beaucoup d'épreuves pour le devenir. Songez-y une seconde. Pour qu'une espèce apprenne à survivre aussi bien dans le sable brûlant que dans la nuit polaire, il a fallu un temps que notre imagination peine à contenir. Le loup n'est pas un nouveau venu sur cette planète, loin de là. Et c'est justement de ce temps, de cette histoire immense qu'il faut maintenant parler. Car pour comprendre pourquoi le loup est partout, pourquoi il plie sans rompre, il faut remonter bien avant les hommes, bien avant les contes, jusqu'à une époque où d'autres loups, plus grands et plus terribles que lui, régnaient sur un monde de glace. Remontons-y. Il pesait près de 80 kilos. 80, c'est le poids d'un homme adulte. Alors imaginez un instant, non pas une bête tapie dans l'ombre, mais un prédateur qui fait votre gabarit, votre masse, votre présence dans une pièce. Sauf qu'à la place des mains, il porte des mâchoires capables de réduire l'os d'un élan en miettes. Ce n'est plus une image de conte, c'est de l'ingénierie. Commençons par ces mâchoires, puisque c'est par elles que tout se joue. Un loup adulte possède 42 dents. 4 canines, longues de 6 cm au plus, à peu près la taille de votre auriculaire. 12 incisives pour saisir la peau. Des prémolaires et des molaires pour trancher la chair et fracasser les os. L'arsenal complet est en place vers l'âge de 7 mois. À cet âge, le jeune loup est déjà armé jusqu'aux dents, au sens le plus littéral de l'expression. Quant à la force de cette morsure, elle est un sujet de débat scientifique, et je préfère vous le dire franchement. Les chiffres qui circulent varient énormément, et certains sont sans doute exagérés. Ce qui est sûr, c'est qu'elle dépasse largement la nôtre, et de très loin celle d'un chien de berger. Assez, en tout cas, pour briser le fémur d'un grand herbivore en quelques morsures, en l'espace de quelques secondes. Voilà pour l'outil. Mais un outil ne fait pas un survivant. Et c'est ici qu'apparaît une question qui m'a longtemps intrigué. Le loup du Nord ne creuse pas de terrier pour l'hiver. Il n'a pas de tanière chauffée où se réfugier. Par des nuits à moins 50 degrés, il se couche à même la neige, en plein vent, s'enroule en boule, pose son museau sous sa queue, et il dort. Comment est-ce possible? Comment un être à sang chaud passe-t-il la nuit couché sur la glace sans se transformer en statue gelée? La réponse n'est pas dans une seule invention, mais dans plusieurs, empilées les unes sur les autres. Commençons par le manteau. La fourrure du loup n'est pas une couche, mais deux. À l'extérieur, de longs poils de jarre, durs et lustrés, qui repoussent l'eau et la boue comme une toile cirée. En dessous, un sous-poil dense et laineux qui emprisonne l'air et fonctionne exactement comme un sous-vêtement thermique. Et il existe un test tout simple pour savoir si ce manteau est en bon état. Si la neige sous le loup endormi ne fond pas, la fourrure est parfaite. Si elle fond, c'est que la chaleur fuit, et c'est mauvais signe. Un indicateur de santé naturelle, écrit à même le sol. Descendons maintenant vers les pattes, car c'est là que se cache le plus beau tour de force. Les coussinets du loup renferment un système de vaisseaux disposés à contre-courant. Le sang artériel, chaud, qui descend vers la patte, longe le sang veineux, froid, qui remonte, et il le réchauffe au passage. Résultat, la pâte reste juste assez tiède pour ne pas geler, mais assez froide pour ne pas gaspiller de chaleur dans la neige. Le loup peut courir des heures sur la glace sans jamais avoir d'engelure. C'est, à mes yeux, l'une des plus belles pièces d'ingénierie que l'évolution ait produite, et presque personne n'en parle. Et au centre de cette machine, bat un cœur qui n'est pas ordinaire. Chez la plupart des mammifères, le cœur représente environ 0,5% de la masse du corps. Chez le loup, il approche 1%, le double. Un moteur surdimensionné qui pousse le sang plus fort, qui gorge les muscles d'oxygène pendant des poursuites qui durent des heures. Les loups du Tibet, qui vivent au-dessus de 3000 mètres, sont allés plus loin encore. Leur sang lui-même s'est adapté à la pauvreté en oxygène de la haute altitude. Là où nous perdrions connaissance, eux chassent. Voilà donc comment ils survivent au froid. Mais tout cela ne serait qu'un corps robuste, une belle carrosserie, si le loup ne possédait pas autre chose. 3 sens qui le font vivre dans un monde que nous ne pouvons même pas imaginer.
Si je pouvais devenir un animal pour une seule journée, ce ne serait pas pour les crocs, ce serait pour le nez. Le museau du loup est un détecteur biologique d'une finesse qui dépasse l'entendement. Là où nous comptons quelques millions de récepteurs olfactifs, lui en aligne des centaines de millions. La partie de son cerveau qui traite les odeurs est proportionnellement bien plus vaste que la nôtre. Pour lui, le monde des odeurs est ce que le monde des couleurs est pour nous. Fondamental, structurant, infiniment riche. Et ce nez ne se contente pas de sentir, il analyse. Un loup peut détecter une proie à plusieurs kilomètres quand le vent lui est favorable. C'est comme si vous vous teniez à un bout d'un quartier et que vous perceviez l'odeur d'un barbecue à l'autre bout. Mais il fait bien davantage. Il identifie l'espèce, la direction, l'âge de l'animal et jusqu'à son état de santé. Une bête malade ne sent pas comme une bête saine. Les marqueurs chimiques du stress et de l'inflammation sont lus par ce nez comme par un scanner. C'est pour cela que les loups choisissent si sûrement la proie la plus faible d'un troupeau. Ils flairent, littéralement, la vulnérabilité. Chaque narine bouge indépendamment de l'autre, ce qui leur donne une véritable stéréophonie de l'odeur, une odeur en relief. Ajoutez à cela l'ouïe. Le loup entend des sons à des kilomètres de distance en terrain découvert et il perçoit des fréquences bien au-delà de ce que capte l'oreille humaine. Là où pour nous règne le silence, lui entend un monde. Ses oreilles triangulaires pivotent indépendamment l'une de l'autre, comme deux antennes radar, et localisent une source sonore en un instant. Ajoutez enfin la vue. Une couche réfléchissante tapisse le fond de son œil et renvoie la moindre lueur. C'est elle qui fait briller le regard du loup dans le faisceau d'une lampe, comme deux braises dans le noir. Le jour, il voit à peu près comme nous. Mais au crépuscule, à l'heure où nos yeux abandonnent, les siens prennent d'un avantage écrasant, et le mouvement d'une proie lui saute aux yeux à plus d'1 kilomètre. Voici ce qu'il faut vraiment saisir. Ces trois sens ne travaillent pas chacun dans son coin, ils travaillent ensemble, en même temps. Le nez capte l'odeur, les oreilles confirment la direction, les yeux verrouillent la cible. 3 systèmes, 3 flux de données, une seule décision. Courir, attendre, attaquer, renoncer. Ce n'est pas un réflexe, c'est du calcul en temps réel, dans une tête taillée par l'évolution pour une seule tâche, dans un monde où une erreur se paie de la vie. Et une dernière chose que peu de gens connaissent. Le loup possède une mémoire de l'espace stupéfiante. Il se souvient de l'endroit où une proie est tombée 3 mois plus tôt. Il sait où le ruisseau gèle le plus tard, où la neige reste la moins profonde. Une carte vivante, gravée dans le crâne, qui lui permet de naviguer sur un territoire immense, sans boussole, et sans jamais se perdre. Un tel corps, une telle machine sensorielle, cela ne s'invente pas en une génération. Il a fallu du temps, énormément de temps, et bien des versions de ce prédateur avant celle-ci. Alors laissons un instant le loup d'aujourd'hui, et allons voir d'où il vient. Il y a environ 10 000 ans, dans les plaines d'Amérique du Nord, un géant s'est éteint. Il ressemblait au loup que nous connaissons, mais en plus lourd, en plus massif, avec une tête plus large et des mâchoires plus puissantes. On l'a appelé le loup géant, autrement dit Canis d'Irus. Pendant des centaines de milliers d'années, il a régné sur 2 continents. Il a chassé le cheval sauvage, le bison ancien, les grands herbivores d'un monde de glace. Et puis, il a disparu. Tandis qu'à côté de lui, un prédateur d'allure très proche, mais issu d'une lignée à part séparée de la sienne depuis de millions d'années, a survécu. Le loup gris. Comment expliquer cela? Voilà l'énigme par laquelle il faut commencer. Le plus fort s'éteint, le plus modeste demeure. Cela contredit tout ce que notre intuition nous souffle sur la loi du plus fort. Le colosse aurait dû l'emporter. C'est l'inverse qui s'est produit. Gardez cette question en tête, car sa réponse dit presque tout de ce qu'est le loup. Mais reprenons dans l'ordre. Le loup appartient à la grande famille des canidés, cette lignée qui rassemble aussi le renard, le chacal, le coyote et, nous y reviendrons, le chien. Cette famille est ancienne. Ses premières formes apparaissent il y a des dizaines de millions d'années, bien avant que la moindre silhouette de loup ne se dessine. Puis, au fil du temps, les lignées se séparent. Une branche mène vers les renards, une autre vers les loups et leurs proches. Le loup gris et le coyote, que l'on confond parfois,
se sont séparés d'un ancêtre commun il y a quelques centaines de milliers d'années à peine. À l'échelle de l'évolution, ce sont des cousins récents. Assez proches d'ailleurs pour se croiser encore aujourd'hui et donner des descendants féconds. Nous y reviendrons. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est le décor. Le loup ne s'est pas façonné dans un monde tiède et stable. Il s'est forgé dans la glace. Songez à ce qu'était la planète pendant les grandes glaciations. Des calottes de glace descendant sur la moitié des continents. Des steppes immenses, balayées par le vent, où paissaient des troupeaux que nous n'imaginons plus. Le mammouth, le rhinocéros laineux, le cheval sauvage par milliers, le bison aux cornes démesurées. C'est dans ce théâtre-là, au milieu de cette faune colossale, que le loup a appris son métier. Et un pont a tout changé. Pendant les glaciations, tant d'eau se trouvait piégée dans la glace que le niveau des mers a baissé. Là où s'étend aujourd'hui un détroit, entre la Sibérie et l'Alaska, une bande de terre a émergé. Un passage. Par ce pont, des vagues d'animaux ont circulé entre l'Asie et l'Amérique, dans un sens, puis dans l'autre. Les loups l'ont emprunté. Les formes qui donneront le loup gris moderne semblent s'être développées en Eurasie, avant de repasser vers le Nouveau Monde et d'y côtoyer le géant qui l'occupait déjà. Deux prédateurs, un même gibier, sur un même continent glacé. Et c'est là que se résout notre énigme du début. Le loup géant était un spécialiste. Un athlète bâti pour terrasser les très grandes proies de la mégafaune, ces mastodontes lents et lourds. Tant que ces proies existaient, il régnait. Mais lorsque le climat a basculé, lorsque les glaces ont reculé et que la grande faune s'est effondrée, l'une après l'autre, le spécialiste s'est retrouvé sans table. Sa puissance même le condamnait, car elle était accordée à un monde qui disparaissait. Le loup gris, lui, n'était spécialiste de rien, et c'était sa force. Voilà le cœur de l'affaire, et c'est un enseignement qui dépasse de loin le loup. Là où le géant ne savait faire qu'une chose, le loup gris savait tout faire un peu. Quand les chevaux sauvages se sont raréfiés, il s'est tourné vers le renne et le cerf. Quand une proie manquait, il en prenait une autre. Il pouvait attaquer un animal 10 fois plus lourd que lui, ou se contenter d'un lièvre, d'un castor, d'une oie, d'un poisson, et même, à l'occasion, de quelques baies. Cette absence de spécialité, ce refus de tout miser sur une seule ressource, c'est précisément ce qui l'a sauvé. Retenez ceci, dans un monde qui change vite, la polyvalence bat la puissance. Le loup en est la démonstration vivante depuis plus d'1 million d'années. Car c'est bien de cet ordre de grandeur qu'il s'agit. Le loup gris, sous une forme ou une autre, arpente cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Il a vu les glaciers avancer, puis fondre, puis revenir. Il a vu les forêts se muer en toundra, et la toundra redevenir forêt. À chaque bouleversement, il a changé de taille, de proie, de territoire. Mais jamais de méthode. La famille, la chasse en groupe, l'endurance. Ce noyau-là n'a pas bougé depuis des centaines de milliers d'années. Et maintenant, un détail qui va vous surprendre, parce qu'il montre que l'évolution ne circule pas dans un seul sens. Vous avez sûrement en tête l'image du loup noir, cette silhouette sombre qui hante les forêts d'Amérique du Nord. D'où vient cette couleur? Eh bien, elle ne vient pas du loup, elle vient du chien. La mutation qui donne le pelage noir est apparue chez des chiens domestiques, puis elle est passée chez les loups par croisement il y a des milliers d'années. Autrement dit, l'animal que nous avons tiré du loup lui a rendu quelque chose en retour. Le sang a coulé dans les deux sens. J'avoue que la première fois que j'ai compris cela, j'ai trouvé l'idée vertigineuse. Nous croyions avoir simplement pris au loup, et voilà que nous lui avions aussi donné. Cette porosité entre le loup, le chien et le coyote n'est pas une anomalie. C'est une constante de la lignée. Ces animaux se croisent, échangent des gènes, brouillent les frontières que nous aimerions tracer bien nettes. Le loup n'est pas une statue figée depuis l'aube des temps. C'est un fleuve qui reçoit des affluents et en donne d'autres, et qui coule sans cesse. Un survivant donc. Un opportuniste génial, qui a enterré des espèces plus grandes et plus fortes que lui, en refusant de dépendre d'une seule proie. Mais toute cette souplesse, toute cette intelligence de la survie, ne servirait à rien sans l'arme maîtresse du loup. Non pas ses crocs, non pas son nez, sa méthode.
Car là où d'autres prédateurs frappent seuls, lui a inventé quelque chose de bien plus redoutable. Allons voir le loup au travail. En 2011, une équipe de chercheurs a publié un résultat qui a surpris jusqu'aux spécialistes du loup. Ils avaient tenté de reproduire, sur ordinateur, le comportement d'une meute en chasse. Cette danse complexe où les loups encerclent une proie, la poursuivent, lui coupent la route. On s'attendait à devoir programmer des dizaines de règles, une hiérarchie, des ordres, un chef qui commande la manœuvre. Le modèle a montré tout autre chose. 2 règles suffisaient. 2, pas davantage. Voici ces 2 règles. Chaque loup s'approche de la proie jusqu'à une certaine distance de sécurité. Puis, arrivé là, il s'écarte des autres loups qui se sont eux aussi rapprochés. C'est tout. Approche-toi de la cible, éloigne-toi de tes semblables. Et de ces 2 consignes élémentaires, appliquées par chaque animal en même temps, émerge l'encerclement, la poursuite, le rabattage. Aucune hiérarchie, aucun plan d'ensemble. Ce que les scientifiques appellent un comportement émergent, une stratégie complexe qui naît de gestes individuels très simples. Mais alors, une question se pose, et elle est plus troublante qu'il n'y paraît. Si la chasse du loup tient en 2 règles à la portée d'un ordinateur, pourquoi échoue-t-elle si souvent? Car elle échoue, énormément. Selon les études, une attaque sur 5, parfois moins, se solde par un succès. Autrement dit, 4 fois sur 5, la meute repart le ventre vide. Comment un prédateur aussi bien équipé, aussi bien coordonné, peut-il rater l'essentiel de ses tentatives? La réponse tient dans la nature de sa proie. Prenez un élan. Une demi-tonne de muscles dressés sur ses pattes, immobile, décidé à ne pas fuir. Ce n'est plus une proie, c'est un mur. Un seul coup de sabot peut fracasser le crâne d'un loup, lui briser les côtes, lui casser la mâchoire. On a vu une femelle élan tuer 2 loups adultes au cours d'un même affrontement. Alors comprenez bien ce que cela signifie. Pour le loup, chaque chasse à la grande proie est à risque mortel, à chaque fois. Il ne va pas au repas, il va au combat. C'est pourquoi la vraie chasse ne ressemble en rien à la course effrénée des documentaires. Le loup n'est pas un sprinter qui fond sur le premier animal venu, c'est un stratège. Tout commence par une phase de test. La meute approche du troupeau, longe les bêtes, les observe, les fait courir un peu pour voir. Elle cherche le maillon faible, qui boite, qui traîne, qui tient la tête un peu de travers, qui réagit une fraction de seconde trop tard. Une bête saine court d'un rythme régulier. Une bête malade ou vieille casse ce rythme. Pour nous, ces différences sont presque invisibles. Pour le loup, elles crèvent les yeux. Et voici ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lu ces descriptions. La poursuite elle-même n'est pas toujours une explosion de vitesse. C'est souvent un trot méthodique, patient, une pression continue qui épuise la proie de l'intérieur avant de l'épuiser dans son corps. La bête sent la meute derrière elle, entend son souffle, flaire son odeur. La panique monte, elle commet des fautes, elle tourne du mauvais côté, s'engage là où il ne fallait pas. Pendant ce temps, les loups économisent. Ils se relaient. L'un mène pendant que les autres coupent les angles. Sans un ordre, sans un cri. Chacun connaît sa place dans une manœuvre affinée par des années de chasse commune. Ce n'est pas un sprint, c'est une partie d'échecs sur la neige. Ils vont même plus loin. Ils se servent du paysage comme d'une arme. L'hiver, ils poussent la proie vers la neige profonde, où les sabots s'enfoncent tandis que leurs larges pattes, elles, portent sur la surface. L'été, ils la rabattent vers les lits de rivières caillouteux, où les onglons dérapent. S'il y a une pente, ils dirigent vers la pente. S'il y a une plaque de glace, ils dirigent vers la glace. Le loup ne se contente pas de courir derrière sa proie. Il transforme la géographie en piège. Et quand la chasse réussit, le loup mange comme si demain n'existait pas. Il peut engloutir jusqu'à 9 kilos de viande en un seul repas. 9 kilos. Imaginez une pile de gros steaks qui monterait presque jusqu'au bord de la table. De là vient l'expression « manger comme un loup ». Mais ce n'est pas de la gloutonnerie, c'est de la prévoyance. Il ne sait jamais quand tombera la prochaine proie. Jeûner plusieurs jours d'affilée est pour lui la norme. Alors, quand il y a de quoi, il fait des réserves dans son propre corps. Et savez-vous ce qui arrive à cette carcasse, une fois la meute rassasiée? Elle ne se perd pas.
Elle devient une table pour tout un pays. Le renard, le corbeau, la pie, l'aigle, l'ours qui sort de sa tanière, une bonne vingtaine d'espèces au moins profitent de la bête que le loup a tuée. En hiver, quand la carcasse gèle, elle se change en garde-manger pour tout le voisinage, et les petits charognards y reviennent des semaines durant. Le loup tue un seul animal, et il en nourrit des dizaines. Je fais ici une petite pause, parce que c'est le moment de vous poser une question. Avez-vous déjà croisé un loup dans la nature, ou seulement ses traces sur un sentier, une empreinte dans la boue ou dans la neige? Racontez-le en commentaire, ce qui vous a surpris, ce que vous avez ressenti. J'ai vraiment envie de vous lire. Et puisque nous parlons de l'empreinte d'un loup sur un paysage, le moment est venu. Vous vous souvenez, au début, je vous ai promis de vous raconter comment une poignée de loups a modifié le tracé des rivières d'un parc entier. La voici. Année 1920. Dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, on achève d'exterminer les derniers loups. Pendant près de 70 ans, plus un seul me foule le parc. Et sans prédateurs pour les inquiéter, les cerfs se multiplient sans frein. Ils se tiennent au bord des rivières et des ruisseaux, et ils broutent tout, jusqu'aux racines. Les saules, les trembles, les peupliers disparaissent. Les berges, privées de racines, s'effritent. Les lits s'élargissent. Pendant des décennies, l'écosystème se dégrade en silence. Puis, au milieu des années 1990, on relâche 14 loups venus du Canada. L'année suivante, 17 autres. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ce qui se passe, on l'appelle une cascade trophique. Une réaction en chaîne partie du sommet de la pyramide. Les loups obligent les cerfs à bouger. Les troupeaux ne peuvent plus stationner au même endroit, à brouter tranquillement. La végétation repart, les saules grandissent. Les racines fixent de nouveau les berges. Les rivières se stabilisent. Les castors reviennent, construisent des barrages, créent des mares. Dans les mares s'installent des poissons, puis des loutres, puis des oiseaux d'eau. Un seul prédateur rendu à la nature, et tout un paysage se remet à respirer. Mais je dois être honnête avec vous, car la vérité est toujours plus complexe qu'une belle histoire. Cette version est contestée, et il faut le dire. Des écologues sérieux rappellent que la cascade existe, oui, mais que son ampleur, et surtout la part qui revient vraiment au loup, reste en débat. D'autres facteurs ont joué. Le climat a changé. Les ours et les pumas pèsent aussi sur les cerfs. Les bisons sont revenus dans la vallée. Et les cerfs n'ont pas seulement diminué, ils se sont surtout redistribués, beaucoup ayant quitté le parc. La réalité est plus embrouillée, avec plus de variables, plus d'incertitudes. Mais un fait demeure, et il est immense. Un seul prédateur, au sommet de la chaîne, peut enclencher une réaction qui remodèle un paysage entier. Les rivières, les arbres, les oiseaux, les poissons. Ce n'est pas une métaphore, ce sont des décennies d'observation. Le prédateur du sommet n'est pas seulement une machine à tuer, c'est un architecte. Sa présence ou son absence redessine le monde autour de lui. Et cette architecture invisible, cette capacité à tenir ensemble tout un système, ne s'arrête pas au paysage. Elle commence bien plus près, à l'intérieur même de la meute. Car ce que le loup organise avec tant de génie dehors, il l'a d'abord appris chez lui. Entrons dans la famille. L'aube se lève sur une clairière gelée. La meute se réveille et quelque chose commence. Les loups se rapprochent les uns des autres, la queue remuante, le corps bas. Ils se poussent du museau, se lèchent le coin des babines, se frôlent. Puis l'un d'eux lève la tête et une note s'élève. Une deuxième la rejoint, une troisième. En quelques secondes, la clairière tout entière vibre d'un cœur qui monte, se déploie, se répond. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est une famille qui se retrouve. Et le mot est à prendre au pied de la lettre. Car voici ce qui, personnellement, m'a le plus bouleversé dans toute cette histoire du loup. La meute n'est pas une bande, ce n'est pas une armée, ce n'est pas une entreprise avec ses grades. C'est une famille au sens le plus strict. Un couple de parents et leurs enfants d'âge différents. Les aînés aident à élever les cadets. Chacun à sa place, non pas parce qu'il l'a conquise, mais parce qu'il est né là. Vous avez sans doute entendu parler du loup alpha, le mâle dominant qui aurait gagné son rang à force de combat, qui régnerait par la peur sur des subordonnés soumis.
Cette image est partout. Elle est aussi fausse. Et l'histoire de cette erreur mérite d'être racontée, parce qu'elle est rare en science. Le chercheur qui a popularisé le terme de loup alphin, dans un livre paru à la fin des années 1960, a passé ensuite 40 ans de sa vie à le démolir. 40 ans à demander qu'on retire ce mot des manuels, qu'on cesse de le répéter. Pourquoi? Parce qu'il avait compris son erreur. Les fameux alphins, ces mâles combattants pour la domination, avaient été observés dans les zoos. Des groupes artificiels, faits de loups étrangers, jetés ensemble dans un même enclos. Bien sûr, ils se battaient pour le rang. Mais ce n'est pas ainsi que se forme une meute dans la nature. Voilà donc la résolution de l'énigme, et elle est presque désarmante de simplicité. Dans la nature, il n'y a pas de tournoi pour le titre de chef. Les jeunes ne défient pas leurs parents. Ils partent, tout simplement, quand ils ont grandi, pour fonder leur propre famille ailleurs. Le chef de meute, c'est le père. La chef de meute, c'est la mère. La hiérarchie de terreur que la culture populaire a bâtie sur le dos du loup était en réalité le comportement de prisonnier, pas de loup. Songez-y un instant. Tout un mythe de virilité, de lutte pour le pouvoir, né de l'observation d'animaux enfermés et malheureux. Reprenons donc cette famille par le commencement. Le couple, en général, se forme pour la vie. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une réalité mesurée. Le suivi par balise a montré que, dans une large majorité des relevés, les deux partenaires se trouvaient à moins de 100 mètres l'un de l'autre. 100 mètres, la longueur d'un terrain de football. Toujours à portée. Et lorsque l'un meurt, l'autre ne se remet pas aussitôt en quête. Des observateurs ont décrit des loups qui revenaient, des semaines durant, sur le lieu où leur partenaire était tombé. Seul le couple parental se reproduit, en règle générale. La gestation dure une 60aine de jours. La portée compte 4 à 6 petits, parfois plus, qui naissent aveugles et sourds, et qui pèsent à la naissance à peine 500 grammes. Le poids d'une plaquette de beurre. Leurs yeux s'ouvrent vers le 10e jour. Et ce qui suit est l'un des plus beaux traits du loup. On ne les élève pas seuls. Toute la meute nourrit la nouvelle génération. Non seulement la mère, mais les frères et sœurs aînés régurgitent pour les petits une viande à demi digérée, prête pour leur estomac fragile. Ce n'est pas un détail répugnant, c'est un système d'une efficacité redoutable. Nourrir les jeunes sans avoir à leur porter une carcasse entière. Quand la meute part loin chasser, quelqu'un reste toujours en arrière, à garder les petits sur des places de rendez-vous. Ces aires où les louveteaux passent l'été à apprendre les règles de la vie en groupe. Et si la chasse a réussi, un adulte revient toujours avec de la viande pour ceux qui sont restés. Ce n'est pas de l'instinct aveugle. C'est de l'organisation. Des rôles répartis, des relais, une garde à tour de rôle. Comment une famille de 10 ou 15 individus coordonne-t-elle tout cela, dispersés sur un territoire qui peut atteindre 1000 km²? Voilà la vraie question. Comment chacun sait-il où sont les autres? Qui est passé? Dans quel état? La réponse, c'est le langage. Un langage qui ne ressemble pas au nôtre, mais qui fonctionne sur 3 canaux à la fois. Le premier canal, c'est la voix. Le hurlement porte à des kilomètres, à travers la forêt et les terres découvertes. Et chaque loup possède une voix unique, aussi reconnaissable qu'un visage. Des chercheurs ont réussi à identifier des individus par la seule analyse acoustique de leur hurlement, avec une précision remarquable. Cela veut dire qu'on peut recenser une meute sans jamais l'approcher, rien qu'à l'oreille. Mais il y a plus étonnant encore. Quand la meute hurle en chœur, les loups ne chantent pas à l'unisson. Chacun choisit une note différente. Ils harmonisent. Et le résultat est une illusion sonore. 5 loups peuvent sonner comme 15. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La meute voisine entend, et elle réfléchit à 2 fois avant de franchir la frontière. Au passage, oubliez le loup qui hurle à la lune. C'est un mythe. La phase de la lune n'a aucun effet sur le hurlement. Le loup lève la tête vers le ciel pour que le son porte plus loin, tout simplement. La lune en arrière-plan n'est qu'une belle coïncidence. Le deuxième canal, c'est le corps. Le loup parle de chaque partie de lui. La position des oreilles, de la queue, des lèvres, des poils du garrot. Un loup assuré se tient droit, oreilles dressées, queue haute. Un loup soumis s'abaisse, plaque ses oreilles,
glisse sa queue entre ses pattes. Le rituel de salut, ce museau qui vient chercher le coin des babines d'un aîné, n'est pas de la flatterie. C'est un geste hérité de l'enfance, quand le petit commandait à l'adulte de lui régurgiter à manger. Le troisième canal, c'est l'odeur. Le long des chemins, tous les 100 mètres environ, les loups déposent des marques. Et à chaque marque, un loup qui passe lit le sexe, l'âge, le statut, jusqu'à l'état de celui qui l'a laissé. Un dossier complet, écrit dans une goutte, que le papier ne saurait ni contenir ni contreserre. Car un passeport se falsifie, une odeur, non. 3 canaux, un seul langage. Et c'est ce langage qui tient ensemble la famille, dans les moments simples comme dans les plus durs. Car il faut le dire, la vie de meute n'est pas qu'entraide et retrouvailles. Quand un membre meurt, les survivants changent. Ils mangent moins, hurlent davantage, perdent de leur allant. On a rapporté le cas d'une meute qui, après la perte d'un petit, a cessé de chasser pendant 3 jours, couché près de la tanière. Soyons prudents. Nous ne pouvons pas affirmer que ce soit du chagrin au sens où nous l'entendons. La science n'a pas de réponse tranchée. Mais c'est un comportement que les chercheurs décrivent comme évoquant le deuil. Un comportement qui ressemble à s'y méprendre à ce que serait le nôtre. Et l'on retrouve la même chose face aux blessés. La meute ralentit son pas pour qu'un boiteux puisse suivre. On a vu un groupe nourrir des semaines durant un mâle à la mâchoire brisée, régurgitant pour lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Fidélité, patience, soin des faibles. Nous avons pris l'habitude de croire que ces qualités étaient les nôtres, rien qu'à nous. Il se pourrait bien que le loup les ait connues longtemps avant nous. Reste une question que toute cette organisation laisse en suspens. Coordonner une chasse, tenir un langage à 3 voix, se souvenir des siens, tout cela demande quelque chose de plus qu'un simple instinct. Cela demande une tête qui pense. Alors regardons de plus près ce qui se passe dans celle du loup. Les grands singes en sont capables. Le chimpanzé, le bonobo en sont capables. On a longtemps cru que cette faculté leur était réservée, à eux et à nous, comme une signature du sommet de l'intelligence. Suivre le regard d'un autre. Voir où il regarde et comprendre qu'il regarde quelque chose. Presque aucun animal ne sait faire cela, et pourtant, le loup le fait. Cette capacité porte un nom, l'attention conjointe. C'est le fait de partager un point de mire avec un congénère, de suivre la direction de ses yeux pour savoir ce qu'il fixe. Chez l'être humain, c'est une brique fondamentale de la vie sociale. Un bébé qui suit du regard le doigt tendu de sa mère est déjà en train de la construire. On pensait que cela réclamait une intelligence de primate. Le loup, lui, épie le regard des siens et comprend ce qu'il vise. Sur une chasse, cela change tout. Un coup d'œil suffit à désigner une cible, à orienter la meute, sans un bruit. Mais si le loup partage l'attention, s'il lit dans le regard de l'autre, alors une question s'impose, et elle est vertigineuse. Où s'arrête l'instinct et où commence la pensée? Autrement dit, quand le loup décide, calcule, se corrige, s'agit-il d'un simple programme gravé dans ses gènes ou de quelque chose qui ressemble à un esprit? La frontière est plus floue qu'on ne l'imagine, et c'est de cette frontière que je veux vous parler. Commençons par un fait solide. Le loup apprend de ses erreurs. Une tactique qui a échoué, il la corrige. Un itinéraire où le troupeau lui a filé entre les pattes, il le retient. La fois suivante, la meute abordera par un autre côté. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'expérience. Et c'est une distinction capitale, car l'instinct répète, tandis que l'expérience ajuste. Une chercheuse qui a longuement étudié l'intelligence sociale du loup l'a résumée en 2 mots: la flexibilité et la résilience. La flexibilité, c'est la capacité de changer de comportement selon la situation. La résilience, c'est celle de se remettre après un coup dur. Prenez ces 2 mots et regardez le loup à la lumière qu'il projette. Un loup qui perd un compagnon de chasse ne reste pas figé. Il réorganise sa stratégie. Un loup confronté à une proie qu'il ne connaît pas ne répète pas une tactique perdante. Il en essaie une autre. Cette souplesse mentale n'est pas un luxe. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'espèce a traversé plus d'1 million d'années, plusieurs âges de glace et même notre compagnie. Et cette intelligence, il faut le souligner, on peut la mesurer. Dans des laboratoires spécialisés, des équipes élèvent des loups et des chiens exactement de la même façon, dès la naissance,
pour comparer ce qui relève de la nature et ce qui relève du dressage. Les résultats sont surprenants. Sur toute une série de tests, le loup se montre plus attentif à ses semblables, plus enclin à observer, à coopérer avec les siens, plus rapide à saisir un lien de cause à effet que ce que l'on croyait. Là où le chien se tourne vers l'homme pour qu'il lui donne la solution, le loup, lui, essaie de la trouver seul. Voici maintenant ce qui, à mon sens, illustre le mieux cette intelligence, parce que cela se voit dans le paysage. Le loup ne se contente pas de courir plus vite ou de flairer plus loin. Il pense l'espace. Il s'en sert. Nous l'avons entrevu tout à l'heure, mais mesurez bien ce que cela suppose. Diriger une proie vers la neige profonde, vers une pente, vers une plaque de glace, cela veut dire que le loup se représente le terrain à l'avance. Il ne réagit pas à ce qui est, il anticipe ce qui va être. Il voit le piège avant que le piège n'existe. Faire de la géographie une arme, cela n'a rien d'un réflexe. C'est un plan. Arrêtons-nous ici un instant sur un point qui a des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Tout ce savoir, toute cette science de la chasse et du terrain, n'est pas inscrit dans les gènes. Il s'apprend. Le jeune loup apprend en regardant les vieux, année après année. La meute est une bibliothèque vivante, où chaque génération transmet à la suivante l'art de survivre. Les jeunes observent, imitent, recommencent, jusqu'à savoir. Et voici la conséquence terrible. Si l'on retire d'une meute les chasseurs expérimentés, si l'on abat les adultes qui savent, toute la meute perd son efficacité. Les jeunes se retrouvent sans maître, le savoir se rompt. Pensez-y. Chaque vieux loup tué, ce n'est pas seulement un animal en moins. C'est un chapitre entier de connaissances qui part en fumée, une page arrachée à une bibliothèque qu'on ne pourra jamais rouvrir. La meute ne perd pas qu'un membre, elle perd une partie de sa mémoire. Il y a un autre comportement, plus déroutant encore, sur lequel les observateurs butent depuis longtemps. Le loup est capable de sacrifice. On a rapporté des cas où un loup a détourné sur lui l'attention d'un danger pour laisser les autres s'échapper, où un adulte a couvert la fuite des petits au péril de sa vie. Est-ce de l'héroïsme, au sens humain du mot? Je n'irai pas jusque-là, car ce serait franchir une ligne que la science ne nous autorise pas à franchir. Mais je dois avouer que, devant ces récits, la frontière entre le comportement et l'intention se brouille. On regarde les faits, et l'on ne sait plus très bien de quel côté se tenir. Alors, revenons à notre question de départ. Où finit l'instinct? Où commence la pensée? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait avec certitude. Le loup n'a pas de langage abstrait, pas de symbole, pas d'écriture. Il ne raisonne sans doute pas comme nous. Mais il apprend, il transmet, il anticipe, il se corrige, il partage l'attention des siens, et il paraît, parfois, choisir. Ce que nous pouvons dire, c'est que la ligne que nous aimions tracer bien nette entre la bête et l'esprit ne passe pas là où nous le croyons. Elle est floue. Et le loup se tient exactement dessus. Ce qui me frappe, au bout du compte, c'est que nous avons passé des siècles à chercher chez le loup un monstre ou une machine, et que nous y trouvons autre chose. Un être qui pense, à sa manière, un être qui apprend, qui se souvient, qui décide. Et c'est peut-être cela, justement, qui nous a tant dérangés en lui, pas sa cruauté supposée, mais sa ressemblance. Car cette ressemblance, l'humanité l'a sentie très tôt. Bien avant les laboratoires, bien avant les tests, nos ancêtres regardaient le loup et se reconnaissaient en lui. Ils en ont fait un dieu, un ancêtre, un frère, un démon. Ils l'ont couché dans leurs mythes, taillé dans leurs légendes, mêlé à leurs peurs les plus anciennes. Remontons le temps, jusqu'à ce que le loup cesse d'être un animal pour devenir une figure. Il y a près de 3000 ans, sur les collines où naîtra une ville, une légende raconte que 2 nouveau-nés furent abandonnés au bord d'un fleuve. 2 frères, jetés là pour mourir. Et c'est une louve qui les recueillit. Elle les allaita, les réchauffa, les garda vivants. L'un d'eux fondera Rome. La louve du Capitole est devenue le symbole de la ville, et elle l'est restée pendant 2000 ans. Prenez la mesure de ce choix. Le plus grand empire de l'Antiquité s'est placé à sa racine sous la protection d'un loup. Et voici ce qui devrait nous arrêter. Ce n'est pas un cas isolé. Presque partout où le loup a vécu,
L'homme en a fait une figure sacrée, un ancêtre, un dieu. De la Scandinavie au Japon, de Rome au peuple d'Amérique du Nord, il occupe une place à part, et presque nulle part une place simple. Aucun autre animal n'a récolté une telle moisson de mythes. Aucun. Comment expliquer que la même bête soit devenue ici un protecteur divin et là l'incarnation du mal? Gardez cette contradiction en tête, car elle est le cœur de cette histoire. Mais reprenons dans l'ordre et voyageons un peu. Cap au nord, chez les peuples scandinaves. Là, le loup est à la fois destruction et nécessité. Il y a Fenrir, le loup gigantesque dont les mythes annoncent qu'il dévorera le dieu principal au crépuscule du monde. Une figure de terreur pure. Et pourtant, ce même dieu gardait auprès de lui deux loups, dont les noms signifient l'avide et le vorace. Il l'accompagnait au combat et recevait sa part de viande. Les guerriers du Nord buvaient, dit-on, avant la bataille, revêtaient des peaux de loup, persuadés d'en recevoir la force et l'absence de peur. Certains de ces combattants portaient un nom qui signifie « les hommes en peau de loup ». Ils entraient dans une fureur guerrière, où l'homme s'effaçait derrière la bête. Passons à présent tout à l'autre bout du monde, au Japon. Là, le renversement est total. En japonais, un des mots qui désigne le loup signifie littéralement « grand Dieu ». Le loup japonais, éteint au début du XXe siècle, était vénéré comme un esprit gardien des forêts et des récoltes. On le priait pour qu'il protège les champs des sangliers et des cerfs qui ravageaient les moissons. Dans certains sanctuaires, on conserve encore aujourd'hui des crânes de ces loups disparus, comme des objets sacrés. Songez à la distance parcourue. Le monstre qui dévore les dieux d'un côté du monde, le dieu protecteur des paysans de l'autre. Et ce n'est pas fini. Chez certains peuples d'Amérique du Nord, on ne chassait pas le loup, par crainte que ses frères ne viennent venger le mort, et l'arme qu'il avait tuée était réputée souillée, dangereuse. Le loup n'était ni ennemi ni gibier, il était un égal. Chez les peuples des steppes d'Asie centrale, on se disait volontiers descendant d'un loup, comme d'un ancêtre fondateur. Et dans les traditions slaves, le loup est une créature de la frontière, entre la forêt et le village, entre le sauvage et le domestique. C'est là qu'apparaît le loup-garou, l'homme qui se change en loup, une figure bien plus ancienne que les vampires des récits modernes. Il y a même un mot que le loup a laissé dans notre médecine et qui vous surprendra. Une maladie auto-immune sérieuse porte le nom latin du loup. On l'a nommé ainsi il y a des siècles parce que les médecins d'alors croyaient que ces marques rouges sur la peau ressemblaient à des morsures de loup. La maladie n'a rien à voir avec l'animal, mais son nom, lui, en garde la trace pour toujours. Le loup s'est glissé jusque dans le vocabulaire des hôpitaux. Ce qui me frappe à contempler cette carte des mythes, c'est ce qu'elle révèle. Si le loup a marqué si profondément des cultures aussi éloignées les unes des autres, c'est parce que les hommes ont vécu très longtemps à ses côtés, des milliers d'années. Nous l'avons craint, vénéré, chassé, brandi comme emblème. Et tout cela parce que nous le croisions, presque chaque jour, à la lisière de nos vies. Le loup est l'un des rares animaux à hanter l'inconscient collectif de l'humanité aussi solidement que le feu ou l'eau. Alors revenons à notre contradiction du début. Comment le même animal peut-il être Dieu ici, démon là? La réponse tient, je crois, à ce qu'il représente. Le loup se tient toujours à la frontière. Il est ce qui vient du dehors, du monde sauvage, et qui s'approche du monde des hommes. Pour celui qui vit du troupeau, il est le chaos surgi de la forêt, la menace qui rôde. Pour celui qui vit de la chasse ou du respect du sauvage, il est un maître, un modèle, un frère. Le loup n'a pas changé. C'est notre regard qui, selon ce que nous étions, l'a fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis, quelque part sur cette route, le regard a définitivement basculé du mauvais côté. Rappelez-vous les histoires de votre enfance. Le loup qui dévore la grand-mère, le loup qui souffle sur les maisons, le loup qui guette les petits imprudents. Le code culturel a été gravé dans nos têtes bien avant que la plupart d'entre nous n'aient jamais vu un vrai loup. Des générations d'enfants ont grandi avec une certitude simple, le loup est l'ennemi. Or, savez-vous ce que disent les faits? Les attaques de loups sur l'homme sont d'une rareté extrême. Sur un siècle, en Amérique du Nord, on en compte une poignée de cas confirmés. Le loup fuit l'homme, activement, délibérément.
Il modifie ses trajets, contourne les villages, s'éloigne au moindre bruit de moteur. Des millénaires de persécution lui ont enseigné une seule leçon. Tiens-toi loin des créatures à deux pattes. La bête que nous avons apprise à haïr est en réalité celle qui nous évite avec le plus de soin. Ce décalage, entre la peur que nous lui portons et le danger réel qu'il représente, a eu des conséquences sanglantes. Car cette peur ne s'est pas contentée de peupler les contes, elle a armé les mains. Au nom de ce loup imaginaire, dévoreur d'enfants et de troupeaux, nous avons entrepris de faire disparaître le loup réel. Et cette guerre-là, menée pendant des siècles, a bien failli être gagnée. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui, là où le loup et l'homme se retrouvent, parfois au pied de nos villes. Une ville abandonnée, quelque part en Ukraine. Les fenêtres béantes des immeubles vides. La rouille qui ronge une grande roue immobile depuis des décennies. Et entre les carcasses des manèges, une silhouette grise qui trotte sans hâte chez elle. Nous sommes dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, ce territoire que l'homme a fui après la catastrophe il y a bientôt 40 ans. L'homme est parti. Le loup, lui, est resté. Mieux, il a prospéré. Dans cette terre que nous avons désertée par peur des radiations, les loups pullulent. On estime leur densité plusieurs fois supérieure à celle des réserves voisines, épargnées par l'accident. Ils arpentent les rues désertes, dorment dans les maisons éventrées, chassent parmi les ferrailles. Certains portent dans leur sang des marques génétiques de la radiation. Et pourtant ils vivent, se reproduisent, forment des meutes. Voici une question qui devrait nous tenir éveillés. Que sommes-nous devenus si des animaux préfèrent à notre voisinage une catastrophe nucléaire? Cette scène en dit long, car elle inverse tout ce que nous croyons. Pendant des siècles, nous avons pensé que le loup avait besoin des grandes solitudes sauvages, loin de tout. La réalité, c'est que ce dont il a besoin avant tout, c'est de notre absence. Là où nous nous retirons, il revient. Et il ne revient pas qu'à Tchernobyl. Car le loup est en train de reconquérir l'Europe, tout seul, sans qu'on l'y invite. De la Pologne vers l'Allemagne, de l'Allemagne vers la France, de l'Italie vers la Suisse, il refranchit des frontières qu'il avait perdues. Là où on l'avait cru éteint depuis des générations, il réapparaît. Et ce retour ne se fait pas sans heurts, car il tombe sur un monde qui a oublié comment vivre avec lui. Le conflit central, aujourd'hui comme hier, c'est l'élevage. Le loup s'attaque parfois au bétail. Pour l'éleveur qui découvre au matin une brebis morte, ce n'est pas une statistique, c'est une perte réelle, une blessure. Il faut le reconnaître honnêtement. Mais élargissez le regard et le tableau change. Rapporté à l'ensemble des pertes de bétail, celles que l'on peut imputer au loup représentent une part minime, moins d'1%. Le reste, ce sont les maladies, les intempéries, les accidents, les chiens errants. 1 sur 100. Voilà la place réelle du loup dans le malheur des troupeaux. Et il existe des moyens de protéger les bêtes sans tuer le loup. Des chiens de garde, ces grands molosses qui vivent au milieu du troupeau et tiennent le prédateur à distance. Des clôtures, des fanions colorés tendus sur des fils qui inquiètent le loup et le font renoncer. Ces méthodes non létales ont fait leurs preuves, là où on a bien voulu les employer. L'homme et le loup peuvent vivre côte à côte. Mais il y faut une volonté, et c'est là que le bât blesse. Car regardez la disproportion, et posez-vous la question. Si le loup n'est responsable que d'1% des pertes, pourquoi le traque-t-on encore au poison, au piège, parfois depuis un hélicoptère? La réponse n'est pas dans l'économie, elle est dans le symbole. Pour l'éleveur, le loup n'est pas seulement la bête qui a emporté une brebis. Il est le chaos venu de la forêt, le sauvage qui viole l'ordre du monde domestique. La réaction est démesurée parce qu'elle ne répond pas à un calcul, mais à un besoin. Le besoin de reprendre le contrôle sur ce qui nous échappe. Voilà pourquoi tant de haine se déverse sur un animal qui, chiffre en main, nous coûte si peu. Mais il y a une autre face à cette histoire, et elle est plus lumineuse. Là où le loup est revenu, à Yellowstone, dans certaines régions d'Europe, une industrie nouvelle est née. Des gens viennent du monde entier et paient pour espérer apercevoir un loup à l'état sauvage. Ils remplissent les hôtels, les guides, les restaurants des vallées. Et l'on s'aperçoit alors d'une chose que le comptable comprend mieux que le poète.
Un loup vivant rapporte davantage à l'économie locale qu'un loup mort. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est de l'arithmétique. Maintenant, laissez-moi vous confier autre chose, une histoire que je ne vous ai pas encore racontée et qui est peut-être la plus étrange de tout ce film. Elle commence dans le cerveau du loup et elle finit dans le vôtre. Il existe un parasite microscopique, très répandu, capable de s'installer dans le cerveau des mammifères. Chez le loup, des chercheurs ont fait, il y a peu, une découverte stupéfiante. Les loups porteurs de ce parasite se comportent autrement que les autres. Ils prennent davantage de risques, ils s'aventurent, ils quittent la meute, ils défient. Et surtout, ils ont une probabilité bien plus grande de devenir chefs de meute. Pas un peu plus grande, plusieurs dizaines de fois plus grande. Le parasite, en somme, pousse le loup vers l'audace, et l'audace vers le pouvoir. Et voici pourquoi cela vous concerne peut-être directement. Ce même parasite se rencontre chez une part importante de la population humaine à travers le monde, possiblement chez vous, en ce moment même. Chez l'homme, la science observe des corrélations, et je dois insister sur ce mot, car ce sont des corrélations et non des certitudes. Certaines études associent le parasite à une prise de risque accrue, à une moindre peur de l'échec. On en a même relevé davantage, dit-on, chez ceux qui se lancent dans l'aventure d'une entreprise que chez ceux qui préfèrent la sécurité d'un emploi salarié. Il faut rester prudent. Rien ne prouve que ce parasite fabrique des audacieux ou des chefs. Le lien est discuté, contesté, et il ne faut surtout pas y voir une fatalité. Mais l'idée, avouez-le, donne le vertige. Que la même petite créature invisible puisse pousser un loup vers la tête de sa meute et peut-être souffler à un homme de prendre le risque de sa vie. J'avoue que la première fois que j'ai lu cela, j'ai relu le passage 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris. Voilà donc où nous en sommes avec le loup. Il revient, il s'adapte, il s'installe jusque dans nos ruines, il partage avec nous jusqu'à ses parasites. Il n'a jamais cessé de nous accompagner, même quand nous voulions sa mort. La vraie question n'est plus de savoir s'il peut vivre parmi nous. Il le prouve chaque jour. La question est de savoir combien il en reste et ce que nous comptons faire de ce qui reste. Allons voir, chiffre en main, où en est vraiment le loup sur cette planète. Moins de 100. Voilà tout ce qui reste, à l'état sauvage, d'une espèce de loup. Le loup roux, cousin du loup gris, ne compte plus qu'une poignée d'individus en liberté, dans un dernier coin du sud-est des États-Unis. Moins de 100 bêtes entre l'existence et le néant. Une population que l'on pourrait presque nommer une par une. Un souffle de trop, une mauvaise année, et une lignée qui a traversé les millénaires s'éteint pour toujours. Et le loup roux n'est pas seul au bord du gouffre. Le loup du Mexique, réduit à quelques centaines d'individus. Le loup d'Éthiopie, le plus menacé des canidés d'Afrique, quelques centaines à peine, cerné sur ses derniers plateaux. Ici et là, sur la planète, des lignées entières tiennent à un fil. Alors une question se pose, et elle est déroutante. Comment un animal qui a survécu aux âges de glace, qui a vu s'éteindre le mammouth et le tigre à dents de sabre, peut-il se retrouver au bord de la disparition? Qu'est-ce qui a pu accomplir ce que des centaines de milliers d'années de bouleversements n'avaient pas réussi à faire? La réponse, vous la connaissez déjà. C'est nous. Et pourtant, l'histoire n'est pas si simple, car pour le loup gris, celui de nos forêts et de nos steppes, le tableau d'ensemble est bien moins sombre. On en compte, à travers le monde, quelques centaines de milliers. L'espèce, dans sa globalité, n'est pas menacée de disparition. Ce sont certaines populations, certaines lignées isolées, qui vacillent, tandis que le tronc principal, lui, tient bon et regagne même du terrain. Comprendre le loup, c'est tenir ces deux vérités à la fois. Robuste dans l'ensemble, fragile dans le détail. Ce qui rend cette fragilité si lourde de conséquences, c'est ce que le loup représente dans un écosystème. Les biologistes ont un terme pour cela, l'espèce clé de voûte. Cela désigne un animal dont l'influence sur son milieu est sans commune mesure avec son nombre. Il n'est pas nombreux, mais il tient tout. Retirez la clé de voûte d'une arche de pierre, et ce n'est pas une pierre qui tombe, c'est l'arche entière qui s'effondre. Retirez le loup d'un écosystème, et la construction se met à céder. Les grands herbivores prolifèrent, le sous-bois disparaît, brouté jusqu'à la racine.
Les castors s'en vont, faute d'arbres. Les rivières s'appauvrissent. Une seule pièce ôtée et toute une cascade. Nous l'avons vu à l'œuvre, mais il faut en saisir la logique profonde, car elle renverse une idée reçue tenace. Nous voyons le loup comme un destructeur, une machine à tuer. La réalité est presque l'inverse. Le loup choisit ses proies. Il vise les jeunes, les vieux, les malades, les affaiblis. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une fonction. Le loup est un trieur. Il retire de la population les bêtes inadaptées et malades, et il rend, à long terme, le troupeau plus sain. Il y a là un paradoxe qu'il faut prendre le temps de méditer. Le prédateur qui tue est aussi celui qui soigne l'espèce qu'il chasse. Poussez le raisonnement et il devient vertigineux. Le loup et le cerf ont évolué ensemble, l'un façonnant l'autre pendant des centaines de milliers d'années. C'est la pression du loup qui a fait le cerf tel qu'il est. Rapide, méfiant, endurant. Sans le loup, le cerf ne prospère pas, il dégénère. Il se multiplie sans frein, épuise son territoire, s'affaiblit et finit rongé par les maladies de la surpopulation. Le prédateur qui semblait son ennemi était en vérité le gardien de sa vigueur. Voilà le paradoxe dans toute sa force. Le chasseur à long terme sauve celui qu'il poursuit. Alors, si le loup gris se porte globalement bien, où est le danger? Il est dans notre main, et il est précis. Les études montrent qu'une population de loups encaisse des pertes, jusqu'à un certain seuil. En dessous, elle se rétablit, comble les vides. Dans des conditions favorables, elle peut même doubler en 2 ou 3 ans, tant sa capacité de récupération est grande. Mais au-dessus de ce seuil, quand la pression humaine prélève trop, année après année, la population bascule et se met à décliner. Tout se joue sur cette ligne. En deçà, le loup se relève. Au-delà, il s'enfonce. Et cette ligne, c'est nous qui décidons, chaque année, de quel côté nous la plaçons. Ce qui me frappe en regardant tout cela, c'est la comparaison qui s'impose avec un autre grand prédateur, celui que nous avons couronné roi, le lion. Nous avons fait du lion le roi des animaux. Mais réfléchissez-y un instant. Le lion règne par le symbole, par sa crinière, par son allure. Retirez le lion de la savane, et la savane ne s'effondre pas. Retirez le loup de la forêt, et la forêt s'écroule. Le lion est un emblème, le loup est un rouage. L'un porte une couronne, l'autre porte l'édifice. Je vous laisse décider lequel des deux mérite vraiment son titre. Et c'est peut-être là que se noue toute l'affaire du loup. Nous l'avons condamné pour ce qu'il paraissait être, un tueur, un nuisible, une menace. Et nous découvrons, tard, qu'il était tout le contraire, un pilier, un gardien. La condition silencieuse de la santé de mondes entiers. Nous avons passé des siècles à vouloir arracher la clé de voûte en croyant retirer une simple pierre. Le loup, lui, n'a pas changé. Il fait aujourd'hui ce qu'il faisait il y a 1 million d'années. Il chasse les faibles, disperse les troupeaux, nourrit les charognards, tient l'équilibre. Il ne demande rien. Il ne réclame ni notre admiration, ni nos légendes, ni notre pardon. La seule chose dont il a besoin, c'est d'un peu de place et d'être laissé en paix. Alors la question qui reste n'est plus vraiment une question sur le loup. C'est une question sur nous. Aurons-nous la sagesse de comprendre ce que 30 années d'observation nous ont appris à Yellowstone et ailleurs? Saurons-nous laisser vivre l'animal qui, sans bruit, entretient l'édifice dont nous dépendons aussi? Il est temps de refermer ce voyage, et pour cela, revenons une dernière fois à lui et à vous. 4 heures du matin, de nouveau, la même heure qu'au tout début de ce film. Un loup solitaire se tient à la lisière d'une clairière, immobile dans la lumière laiteuse d'avant l'aube. Il vient de parcourir près de 100 kilomètres dans la nuit, sur la neige, sans un bruit. Il s'arrête. Il lève la tête vers le ciel pâle. Et il commence à hurler, bas, long, patient. Ce hurlement, maintenant, vous savez le lire. Vous savez qu'il ne s'adresse pas à la lune, mais au sien, quelque part au loin. Vous savez que sa voix lui est aussi propre qu'un visage, que d'autres oreilles, à des kilomètres, sauront le reconnaître entre 1000. Vous savez que ce n'est pas la plainte d'une bête solitaire et romantique, mais un fil tendu à travers la forêt, entre une famille et l'un de ses membres.
Nous avons commencé ce voyage devant une silhouette anonyme, un monstre de conte surgi dans des phares. Nous le quittons en connaissant presque tout de lui. Repensez à tout ce que nous avons traversé. Nous sommes partis d'un animal que l'on croyait connaître, et nous avons découvert un inconnu. Un corps taillé pour l'impossible, qui dort sur la glace et court des heures sans faillir. Un survivant d'1 million d'années qui a enterré des géants plus forts que lui en refusant de se spécialiser. Un stratège qui fait de la neige et des pentes des armes et qui rate pourtant 4 chasses sur 5. Une famille surtout. Pas une meute de brutes hiérarchisées, mais des parents et leurs enfants qui nourrissent les petits des autres, ralentissent pour les boiteux et veillent leur mort d'une manière que nous n'osons pas tout à fait nommer. Nous avons vu l'esprit affleurer derrière l'instinct. Le loup qui suit le regard des siens, qui apprend de ses erreurs, qui transmet son savoir de génération en génération, comme une bibliothèque vivante dont chaque page arrachée ne se réécrit jamais. Nous avons vu l'homme faire de lui un dieu, puis un démon, l'allaiter dans ses légendes fondatrices avant de le traquer depuis les airs. Et nous l'avons vu revenir, malgré tout, dans les forêts d'Europe, dans les rues mortes d'une ville que nous avions fui. Là où nous nous effaçons, il reparaît, et nous avons compris enfin ce qu'il tient entre ses mâchoires. Pas seulement une proie, un équilibre. Cette découverte, à mon sens, est l'une des plus sous-estimées de toute l'écologie. Que la présence ou l'absence d'un seul prédateur puisse décider du sort des rivières, des arbres, des oiseaux, des poissons. Que la bête que nous avons voulu effacer soit, en vérité, la condition silencieuse de la santé de forêts entières. Nous avons cru arracher une pierre gênante, nous tenions la clé de voûte. Voilà ce que je retiens, après toutes ces heures passées à lire, vérifier, m'étonner. Nous avons cherché chez le loup un ennemi, et nous avons trouvé un pilier. Nous avons cherché une machine à tuer, et nous avons trouvé un architecte. La distance entre ces deux images ne mesure pas le loup, elle mesure notre lenteur à le regarder tel qu'il est. Alors laissons-le, une dernière fois, faire ce qu'il fait depuis toujours. Sa fourrure ne fond pas la neige où il se couche, son cœur bat 2 fois trop grand pour porter le froid. Son nez lit dans le vent l'âge et la peur d'une proie. Sa famille tient sans un chef qui commande, et sa disparition, elle, fait tomber des forêts entières. Il n'est ni le monstre des contes, ni le héros des affiches. Il est simplement nécessaire. Si un jour, dans un documentaire ou au fond d'une vallée, vous entendez ce hurlement long monter dans la nuit, ne pensez plus aux dangers ni aux histoires de votre enfance. Arrêtez-vous une seconde. Pensez à cette famille invisible qui se répond à travers les arbres. Pensez à ces 100 kilomètres avalés avant l'aube. Pensez, sous ce cri, à toute une forêt qui respire mieux parce qu'il est là. Et peut-être 7001, entendrez-vous ce que la montagne, dit-on, a toujours su entendre. Non pas une menace, mais une promesse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce voyage vous a appris quelque chose, un like et un abonnement aident vraiment ces vidéos à trouver leur chemin. La prochaine nous emmènera à la rencontre d'un autre animal que vous croyez connaître. D'ici là, portez-vous bien.